Et bonne année à Ruben Amorim, hein, bien évidemment. Alors oui, le Père Noël est arrivé un petit peu en retard, mais commencer 2026 en te faisant limoger, c'est quand même un petit événement. Salut tout le monde, c'est TMF. Et en vrai, je fais une blague là-dessus, mais selon le club que trouvera par la suite Ruben Amorim, ça se trouve, ça pourrait véritablement être un cadeau, et ça se trouve, ça pourrait véritablement être une bonne année 2026 pour lui. Parce que vous l'avez sûrement vu passer, c'est l'actualité brûlante, Ruben Amorim n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Et à Manchester United, on fait rien comme les autres. C'est-à-dire que quand Ruben Amorim avait des résultats qui étaient absolument catastrophiques, il a été maintenu en poste par sa direction, et là que Manchester United redresse un petit peu la barre, eh bien tu te retrouves avec un Ruben Amorim qui est tout simplement remercié par sa direction. Alors évidemment, il y a quelques explications, quelques éléments de contexte qui expliquent ce timing qui, vu de loin, peut sembler être curieux, mais le fait qu'il y ait des explications ne le rend pas potentiellement moins foireux en réalité. On va essayer de voir quelle peut être la suite pour Manchester United, on va essayer de faire un petit peu le bilan calmement, reprenant chaque instant de ce passage de Ruben Amorim à Manchester United, lui qui avait la cote, lui qui était arrivé dans ce club de Premier League comme un entraîneur extrêmement désiré par l'Europe entière, part par la petite porte, c'est le moins qu'on puisse dire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le timing pour virer Ruben Amorim est sur le papier plutôt étrange de la part de Manchester United. Si on regarde le classement du club anglais, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de data analyst pour se rendre compte que la courbe verte, c'est la position dans le classement de Premier League de Manchester United, et cette dernière monte, ça allait mieux, t'étais dans une trajectoire relativement positive, t'as gardé Ruben Amorim alors que t'étais au fond du trou, et désormais tu le vires alors que t'arrives à grappiller des places dans le classement du championnat. Le pire, c'est quand on regarde ce classement en détail, eh bien on se rend compte que déjà, oui, 6ème, c'est pas honteux pour Manchester United, mais t'es aussi très proche du top 4. Rappelons-nous que l'année dernière, Manchester United termine 15ème à 27 points du top 4. Autant vous dire que 27 points, c'est un véritable monde, et qu'aujourd'hui, on peut quand même regarder la situation de Manchester United en se disant, certes, ce n'est sûrement pas à la hauteur des attentes, mais en termes de résultats, t'es quand même sur quelque chose qui te permet d'espérer. Ça, c'est le plus important dans le football. Tu sais jamais quand tu vas avoir de bons résultats. Des clubs qui gagnent la Première Ligue, il n'y en a qu'un par an. Le top 3 est extrêmement disputé et tu vois des formations très compétitives le louper régulièrement. Mais par contre, ce que tu peux avoir en lot de consolation, c'est de te dire que ton club, il va dans le bon sens. Eh bien moi, j'avais l'impression que ces derniers temps, avec Ruben Amorim, ça allait plutôt dans le bon sens. Alors l'intérimaire, tu le connais, c'est un enfant du club, Fletcher, mais honnêtement, Fletcher, il a une belle gueule d'intérimaire quand tu regardes son CV. Malgré tout mon respect, il a entraîné que les U18, alors au moins il connaît bien le club parce qu'il est dans le staff technique depuis 2020. Accessoirement, c'est un joueur historique de Manchester United, un enfant également de ce club puisqu'il y a été formé, mais en tout cas sur le papier, c'est un peu étrange le limogeage de Ruben Amorim. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui peut expliquer ce timing qui en termes de classement ne fait pas du tout sens pour le limogeage de Ruben Amorim? Déjà il faut se retaper sa conférence de presse après Leeds pour comprendre qu'on en arrivait à un point de non-retour avec sa direction et que la communication de l'entraîneur commençait à sentir le ras-le-bol. En fait, il a tout simplement rappelé que ses ambitions en débarquant du côté de Manchester United, c'était d'être le véritable manager du club. Le manager à l'anglaise, comme on le connaît avec Arsène Wenger à l'époque du côté d'Arsenal, ou, pour aller chercher une comparaison encore plus évidente, Sir Alex Ferguson du côté de Manchester United durant la grande époque. Sauf que voilà, Ruben Amorim, officiellement, il n'est qu'entraîneur de Manchester United. Et dans les faits, ça semble également être là que ses fonctions s'arrêtent, puisque c'est quelque chose qu'il a déploré. Ce qu'il faut comprendre quand un entraîneur a ce genre de déclaration, c'est plutôt clair, ça veut dire je suis pas satisfait du mercato, je suis pas en accord avec ma direction sur ce dernier, et franchement, j'en ai plein le qu'on décide à ma place en faisant des choix que je juge mauvais. Déjà que cette déclaration, elle est hyper sensible et explosive, mais en plus, ça s'inscrit à un timing qui a rien d'anodin, c'est que t'es sur le point d'attaquer ton mercato hivernal. Si Ruben Amorim dit ça, c'est peut-être parce qu'il est mécontent du mercato estival, mais ça nous laisse également deviner que les discussions qu'ils ont au cours des dernières semaines, des derniers mois pour la préparation de ce mercato hivernal, elles vont pas exactement dans le même sens.
Que tu sois en désaccord avec ta direction sur le mercato, c'est déjà un facteur de tension extrême. C'est le genre de truc qui peut faire que, même quand t'as rien qui fuite dans la presse, t'arrives à un point de non-retour qui fait que tu ne peux pas faire autrement que limoger ton entraîneur parce que tu as une différence majeure de projet. Mais en plus, quand ça sort dans la presse, ça veut dire qu'il y a tellement un état de tension qui est grand que tu vas même pas laver ton linge sale en privé, tu le fais en public, et on peut comprendre que chacun des partis dans ce contexte se retrouve à se dire qu'il faut se séparer. En plus de ça, le mercato hivernal, c'est l'occasion, si, et c'est un grand si, tu arrives à remplacer rapidement Ruben Amorim, de te mettre d'accord sur les recrues avec un nouveau coach. Alors bien évidemment, tu vas pas travailler sur les recrues le 2 janvier pour aller faire signer un mec le 3 janvier, mais tu peux quand même faire valider ou invalider des pistes que tu as travaillées au cours des précédentes semaines avec un entraîneur qui débarquerait sur le banc de Manchester United. Pour l'instant, c'est un intérimaire, mais qui sait, on a peut-être d'autres solutions qui vont se présenter. Et justement, moi, ma position sur Ruben Amorim, quand il y avait des énormes rumeurs qui revenaient avec insistance sur le fait qu'il fallait le virer, c'était assez clair. Je me disais que de toute façon, si tu continuais à avoir une sphère négative de résultats autour de Manchester United, c'est pas changer d'entraîneur en cours de saison qui changera radicalement les choses. Il fallait attendre avec Ruben Amorim, et le moment de te séparer de lui, ce sera le moment où tu sais qu'un bon entraîneur est disponible sur le marché. Est-ce qu'un bon entraîneur est disponible sur le marché en ce mois de janvier 2026 par rapport à ce que c'était il y a quelques semaines, quelques mois quand Ruben Amorim était annoncé en danger? Alors le nom qui vient de façon spontanée, c'est évidemment Maresca. Maresca, un entraîneur qui connaît très bien la Première Ligue puisqu'il vient de se faire limoger de Chelsea, et on peut se dire qu'il pourrait rebondir extrêmement rapidement du côté de Manchester United. Mais je vous ai noté quelques noms qui circulent dans la presse. Alors j'ai noté du Glasner, j'ai noté du Southgate, j'ai noté du Xavi, j'ai même vu passer une rumeur autour de Laurent Blanc, mais honnêtement, si vous connaissez mes vidéos, mes positions, vous savez que Southgate, je suis pas le plus grand fan du technicien qui a été sélectionneur de l'Angleterre, et je pense pas vraiment qu'il ait les épaules pour redresser Manchester United. Je pense que sur les autres noms que je vous ai cités, il y a des pistes intéressantes, notamment Glasner, mais est-ce que ça marque une révolution du côté de Manchester United, un upgrade significatif par rapport à Ruben Amorim? Je pense pas, mais peut-être que petit 1, ce sera un entraîneur qui s'entendra un petit peu mieux avec sa direction, qui acceptera un peu mieux ce que fait son directeur sportif, comment fonctionne la galaxie Ineos, et peut-être que 2, de toute façon, tu te rendais compte que tu n'avais pas le choix et que vraiment c'était plus tendu que ce que laissaient transparaître les déclarations publiques en interne. Et du coup, je vais même pas commenter chacune de ces pistes, je suis pas Madame Irma, et je pense qu'on reviendra là-dessus lorsqu'un entraîneur sera officiellement nominé du côté de Manchester United après l'intérim. Peut-être qu'on va avoir une surprise et que l'intérim va durer, mais en tout cas une chose est sûre, le limogeage de Ruben Amorim, ça semble davantage correspondre à un divorce sur le sens du projet qu'à une véritable crise de résultats, parce que finalement, là-dessus, le Portugais avait résisté à la période la plus compliquée. Et s'il y a des désaccords en termes de mercato du côté de Manchester United, on peut essayer de faire un premier bilan de ce que ça a donné suite à cet été. Ça a été un été qui a été extrêmement riche en investissement pour les Red Devils, regardez-moi ça, c'est pas moins de 250 millions d'euros d'investissement, et je mettrais même sur la table que t'as que vendu pour 75 millions d'euros, donc t'es à 175 millions d'euros de différence. Et ça, c'est énorme en termes d'investissement. On a souvent tendance à taper sur Chelsea, et cet été encore, Chelsea a dépensé 340 millions d'euros. Mais la différence, c'est que Chelsea a également vendu pour 332 millions d'euros. Donc ils sont quasiment à l'équilibre. Avec Manchester United, tu as réinjecté du sang neuf, tu as été chercher des recrues extrêmement onéreuses, donc tu étais en droit d'attendre des résultats. Ça a permis de redresser en partie l'équipe de Ruben Amorim, pas suffisamment visiblement, mais ces recrues, qu'est-ce qu'elles donnent individuellement? On commence avec le joueur le plus cher, je vous mets sa petite fiche SofaScore, il s'agit
de Cesco, et je trouve que la note SofaScore, même si je suis pas fan de mettre ça en avant, a dit tout. Il a été mauvais, 17 matchs, 2 buts, t'es censé être un avant-centre au bout d'un moment, certes t'as une petite blessure au genou qui n'a pas aidé, mais t'es en dessous des attentes dans quasiment tous les compartiments de jeu. Alors certes c'est un jeune joueur, certes il découvre la première ligue, il débarque à Manchester United, tu peux te dire que t'as une période d'adaptation, mais 75 millions d'euros tout de même. Je sais qu'aujourd'hui les montants de transfert ne veulent plus rien dire dans le football, mais il me semble que pour 75 millions d'euros, t'as quand même des joueurs qui ont été recrutés et qui donnent de meilleurs résultats que Cesco, et pour cause t'as pas besoin d'aller regarder plus loin, il suffit de regarder les autres recrues de Manchester United, parce que pour à peu près le même montant, t'as été recruté Mbeumo, autour duquel j'avais de plus grandes attentes. C'était un joueur que je connaissais un peu moins pour être honnête, mais il connaissait déjà la première ligue, il avait déjà 26 ans, donc évidemment je me disais qu'il était censé apporter plus rapidement. Et bien justement, statistiquement déjà c'est le jour et la nuit, en 17 matchs il a mis 7 buts, et dans le jeu c'est correct également, surtout c'est un régal à voir dans ses accélérations, c'est une véritable fusée, et je considère que quand tu es supporter d'un club qui souffre, et je pense qu'on peut dire que Manchester United souffre, bah c'est quand même cool de voir ce genre de joueur. Alors certes, il y a le côté caricatural, profil de mec très à la FIFA, où tu sais que tu vas défoncer tes adversaires en le prenant dans EAFC, question de remettre le nom à jour, mais en attendant, Mbeumo, bah moi je considère que c'est pas un investissement qui est déconnant pour Manchester United. C'est certes un joueur qui t'a coûté cher, mais c'est un joueur qui t'a immédiatement apporté une plus-value dans l'équipe, et à côté de la montagne de thunes qu'a gaspillé Manchester United, bah je me dis que finalement, lui, il fait plutôt bien l'affaire. Un autre nom qui t'a coûté cher, c'est Matheus Cunha. Il vient compléter le trio et lui aussi a coûté quasiment 75 millions d'euros. Et là, c'est un peu la même situation. Même âge, il connaissait aussi la première ligue vu qu'il vient de Wolverhampton et là aussi, l'adaptation se déroule plutôt bien, à mon sens. C'est un joueur qui a certes moins marqué, mais c'est un enfer pour ses adversaires. Il défend comme personne, il fait des différences. Mon seul reproche, c'est que c'est un mec qui tire énormément au cours des rencontres, mais qui n'arrive pas à transformer ses tirs en buts réels. C'est dommage, mais en même temps, je me dis que s'il avait un grand numéro 9 à côté de lui, il serait peut-être un peu moins contraint d'user de tirs qui sont pas toujours hyper heureux, qui sont pas toujours la meilleure solution, et il pourrait vraiment exploser son compteur de passes décisives notamment, mais il pourrait aussi se procurer autant d'occasions de tir, mais peut-être dans des situations un peu plus favorables, parce qu'il aurait un attaquant qui représenterait pour les défenseurs adverses une plus grande menace à côté de lui. Donc en fait, le mercato de Manchester United, si on regarde juste ces 3 recrues phares, il y a certes un hors-sujet total jusqu'à présent avec Cesco, mais c'est encore un très jeune joueur, mais à côté de ça, ben je me dis que tu as 2 bons joueurs tout de même, et même l'effectif général de Manchester United, si on regarde le 11 entre guillemets type, parce que c'est pas vraiment le 11 type, par exemple vous vous rendez compte qu'on n'a pas Cunha qui apparaît dedans, ben je le trouve loin d'être honteux. Mason Mount, après sa première saison à Manchester United en 2023-2024, je le pensais perdu pour le football. Je vais être honnête, je me t'ai dit tout simplement qu'il avait débarqué dans un club malade, que lui-même il avait tendance à être malade, et que du coup le combo ça allait faire une catastrophe industrielle. Sauf que Mason Mount, depuis qu'il est arrivé, il est sur une très bonne trajectoire. J'allais dire qu'il avait une progression linéaire, mais même pas, elle est exponentielle, parce que cette saison, il est bien meilleur que ce qu'on a vu dans le passé, dans le passé à Manchester United, et vraiment, il donne satisfaction. Casemiro, on le pensait perdu pour le football, il montre également qu'il a de beaux restes. Je trouve que ta charnière a du potentiel, que c'est des joueurs qui ont du talent, et finalement, de manière générale, cette équipe, elle est très loin d'être dégueulasse. T'as également un joueur comme Bruno Fernandes, qui est unanimement reconnu comme un grand joueur. Donc oui, l'effectif de Manchester United, elle est limite. Oui, j'entends qu'il y a des désaccords entre Ruben Amorim et sa direction, mais au moment de juger le mercato estival de Manchester United, l'effectif qu'ils ont cette saison, c'est peut-être pas pour rien qu'ils remontent un petit peu au classement de Première Ligue, parce que c'est loin d'être aussi honteux que ce qu'on a vu dans le passé. Il y a de l'argent qui a pas trop mal été investi, il y a une équipe qui commence plutôt à ressembler à quelque chose. C'est pas du niveau d'Arsenal, c'est pas du niveau de Manchester City, mais t'es pas non plus là au classement. Bref, c'est pas non plus totalement catastrophique.
Reste donc à se demander quel sera l'avenir de Manchester United, quel coach posera ses valises sur le banc. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas jouer au jeu de Madame Irma, je sais que les Anglais adorent faire des paris sur qui prendra la succession lorsqu'un entraîneur est viré. Moi honnêtement, j'ai vu passer beaucoup de noms, mais à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'ai rien vu qui me permet d'avancer avec certitude sur des hypothèses. Je vais pas me mettre à faire des analyses tactiques pour un entraîneur qui ne viendra peut-être jamais du côté des Red Devils, mais une chose est sûre, si je disais que Ruben Amorim était peut-être pas si malheureux que ça avec ce limogeage et qu'il retrouvera peut-être un banc plus intéressant en 2026, je me dis également que le prochain entraîneur de Manchester United, il arrive, lui, dans un contexte qui est pas si défavorable. Il a une équipe qui est opérationnelle, qui demande quelques corrections, mais qui est loin d'être honteuse. Et quand on jouera au petit pourcentage à la petite comparaison de pourcentage de victoire, bah je me dis que tu es déjà mieux servi quand tu arrives dans cette équipe-là, à ce moment-là, que Ruben Amorim quand il a débarqué au tout début de son arrivée à Manchester United. Selon vous, est-ce que c'est la bonne solution pour relancer Manchester United que de limoger Ruben Amorim? Moi, j'aurais tendance à dire non, mais j'aurais tendance à dire attention, on ne sait pas comment ça se passait en interne au niveau du dialogue entre l'entraîneur et sa direction, et je pense que la réalité du timing, elle est là, même si c'est quelque chose qui peut interroger. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.